complémentaires pour pouvoir faire le diagnostic étiologique. Et enfin, on va voir comment prendre en charge adéquatement, de façon adéquate, cette hémoptysie. Donc, en introduction, toute hémoptysie est une urgence, à double titre. C'est une urgence diagnostique où il faut localiser et idéalement retrouver le diagnostic étiologique ou l'étiologie de cette hémoptysie, mais c'est également une urgence thérapeutique, dont le principal objectif est d'arrêter ou de tarir ce saignement. C'est un motif de consultation fréquent en pneumologie, ça représente 7 à 10% des cas. C'est également un motif fréquent d'hospitalisation, dans 10 à 15% des cas. 2 tiers des hémoptysies massives font suite à des crachats de faible abondance. Ça rend compte de l'évolution un petit peu imprévisible de cette hémoptysie. Okay. Donc, l'idée qu'on veut transmettre, c'est qu'il ne faut pas négliger des hémoptysies ou des crachats de faible abondance, parce qu'ils peuvent évoluer vers une hémoptysie massive. En cas d'hémoptysie grave, c'est l'asphyxie qui est la cause de la mort, et non pas le choc hémorragique. C'est-à-dire, en mots simples, avec d'autres mots, qu'en cas d'hémoptysie qui est grave, ce n'est pas le choc hémorragique qui va tuer ou entraîner le décès. C'est vraiment l'asphyxie. Je roule quelqu'un qui se noie. Quand on se noie, l'eau de mer, quand on se noie dans la mer, il va combler l'espace mort anatomique du poumon, et ça va entraîner une asphyxie. Même chose pour l'hémoptysie. Le liquide qui va inonder les bronches et les alvéoles ne vient pas de l'extérieur qui m'a fait l'inondation, mais il vient de l'intérieur. Donc ce sang va inonder le poumon, les bronches, les alvéoles et entraîner une asphyxie. C'est ça qui cause la mort de ces patients qui font des hémoptysies graves. Donc la définition est toute simple. L'hémoptysie c'est quoi? C'est un crachat de sang rouge vif, aéré, mais qui est provoqué par un effort de toux. Toujours dans l'hémoptysie, la définition elle est très importante. Il y a toujours la notion d'effort de toux qui précède la survenue de l'hémoptysie. Donc, on va brièvement rappeler quelques notions de physiologie. Le poumon, les 2 poumons, comme vous le savez tous, sont vascularisés par un double système vasculaire. On a en premier lieu le système nourricier qui est constitué essentiellement par les artères bronchiques qui naissent de l'aorte thoracique. Et on a aussi une circulation qui est fonctionnelle, qui va participer aux échanges alvéolo-capillaires, qui a comme origine les artères pulmonaires. Concernant la physiopathologie, l'origine du saignement est située dans les voies aériennes sous-glottiques. C'est un principe très important. Le sang provient des voies aériennes sous-glottiques. Il ne provient pas de la sphère orale, du pharynx, ou du nez, ou je ne sais, ou là des voies digestives, de l'œsophage ou de l'intestin. L'origine du saignement, dans l'hémoptysie, c'est les voies aériennes sous-glottiques. On reconnaît les 4 types ou 4 mécanismes physiopathologiques qui expliquent la survenue de cette hémoptysie. Le mécanisme le plus fréquent, c'est que le saignement il provient de la circulation artérielle systémique. C'est environ 90% des saignements. Il provient, comme je vous l'ai dit, des artères bronchiques qui vont naître de l'aorte thoracique. Donc on a 2 branches à droite et 3 branches à gauche, généralement. Le saignement survient essentiellement d'un foyer d'hypervascularisation capillaire qui est secondaire à un phénomène d'inflammation chronique. Donc les 2 causes les plus fréquentes de cette inflammation chronique et qui s'accompagnent d'hémoptysie, c'est surtout les dilatations des branches et les séquelles de tuberculose. On a aussi les causes malformatives qui sont un petit peu plus rares. Pour le deuxième mécanisme, le sang peut provenir de la circulation pulmonaire, c'est-à-dire de la vascularisation fonctionnelle. Ce mécanisme est plus rare, parce que dans la majorité des cas, le saignement il provient,
comme c'est mentionné dans 90% des cas, la circulation artérielle systémique. On a d'autres voies de saignement, d'autres mécanismes de saignement qui sont encore plus rares, comme le sang qui provient de l'aorte, dans le cas essentiellement des ruptures d'anévrisme aortique et en cas de chirurgie aortique. C'est des causes heureusement rares. Pourquoi? Parce qu'elles entraînent des hémoptysies catastrophiques. C'est-à-dire qu'on a des hémoptysies qui sont graves et qui sont d'emblée mortelles. Quatrième mécanisme, c'est le saignement qui provient carrément des alvéoles, ce qu'on appelle les hémorragies intra-alvéolaires. Donc, pour ces deux étiologies, deux mécanismes, c'est vraiment très rare et on va insister surtout sur le mécanisme physiopathologique de la circulation artérielle systémique. Donc, ce petit schéma, il va vous montrer un petit peu ou résumer la circulation bronchique qui est à l'origine de la plupart des saignements. Donc, l'aorte va donner des artères bronchiques qui vont se subdiviser au niveau bronchique pour donner les capillaires bronchiques et constituer avec les veines bronchiques des anastomoses bronchopulmonaires. C'est là, généralement, qu'on retrouve le saignement des hémoptysies. Donc, rentrons un petit peu dans le vif du sujet pour comment pouvoir faire le diagnostic d'une hémoptysie. Au fait, il faut se poser, nous l'a essayé pour le clinicien, le challenge, c'est de se poser 3 questions essentielles auxquelles il se doit de répondre. Donc, première question, s'agit-il bien d'une hémoptysie? Et là, on va discuter les diagnostics différentiels. Deuxième question, quelle est la gravité de cette hémoptysie? Il est très important d'établir ou de reconnaître une hémoptysie qui est grave, pour pouvoir y répondre sur le plan thérapeutique, là, pour pouvoir prendre en charge rapidement cette hémoptysie qui est grave. Enfin, troisième question qu'il faudrait se poser, quelle est la localisation du saignement? Et là, on aura besoin justement d'examens complémentaires, d'examens paracliniques, pour pouvoir déterminer quel est le siège de ce saignement. Donc, on va commencer par la première question. S'agit-il bien d'une hémoptysie? Donc là, on aura, si vous voulez, 2 situations. Le diagnostic, il est évident quand on assiste à l'épisode hémoptyonique. C'est-à-dire lorsqu'on assiste à la séquence de toux suivi d'expectoration de sang frais, rouge, aéré. Le problème, il réside quand on essaie de faire le diagnostic de façon rétrospective. Et là, on aura besoin de recourir à l'interrogatoire du patient lui-même ou là de son entourage pour pouvoir déterminer est-ce qu'il s'agit d'une hémoptysie ou pas. Donc le diagnostic, ou là, si vous voulez, l'interrogatoire, là, il doit préciser surtout l'élément essentiel de la définition, c'est surtout l'existence de toux qui précède l'hémoptysie. Rechercher la notion de sensation de goût métallique dans la bouche, rechercher des signes négatifs qui marquent l'absence de vomissement, où il faut évoquer une hématémèse ou une épistaxis inhalée en l'absence de ces 2 éléments. D'accord. Donc, là, il est très important de faire le diagnostic différentiel avec une hématémèse. L'hématémèse, c'est quoi? C'est le sang qui provient des voies digestives, et éliminer un épistaxis inhalé. Parce que des fois, quand on fait un épistaxis, on peut faire une inhalation. Où là réside des fois une difficulté, c'est quand on inhale le sang qui est dû à l'épistaxis, on peut tousser. On peut tousser, il y a une irritation dans les cordes vocales, on peut tousser. Et c'est très important donc d'orienter, ou là de savoir poser les bonnes questions, parce que très souvent, les patients qui يجيوكم يقول لك أنا طيشت الدم البارح ولا طيشت الدم الصباح. Très souvent, on n'assiste pas à l'épisode hémoptyonique. Là, par exemple, qui j'ai un patient qui dit أنا طيشت الدم ولا سعيت الدم, on dit vas-y, crache devant moi. Pour voir justement est-ce qu'il y a la séquence de tout qui est accompagnée d'hémoptysie ou de saignement. Qui تشوفوا كيف يدير, tu peux t'orienter. Ok?
Donc, si on a un doute, en cas de doute, il est nécessaire de réaliser un examen ORL, hein, avec éventuellement une nasofibroscopie. Donc, l'examen ORL il est fait par un médecin ORL, soit faire une fibroscopie œsogastro-duodénale, une fibroscopie digestive haute, à la recherche justement de l'origine du saignement. Donc, deuxième question qu'on doit se poser, c'est quelle est la gravité de cette hémoptysie. La gravité de l'hémoptysie, elle s'évalue sur un certain nombre de paramètres. Hein? D'abord, on essaie d'évaluer l'état respiratoire du patient par des éléments simples, d'abord, qui sont la fréquence respiratoire. Hein? Vous savez que la normale ne devrait pas excéder les 20 ou la 22 cycles par minute. Rechercher des signes de lutte, des signes de détresse respiratoire, hein? Qui va un balancement thoraco-abdominal, ok, des choses comme ça. Toujours dans les éléments simples, on peut prendre la saturation périphérique en oxygène grâce au saturomètre que vous connaissez tous. Hein? Éventuellement faire une gazométrie artérielle pour évaluer les pressions gazeuses, pression en oxygène, pression en CO2. Après, on va essayer d'évaluer le volume de l'hémoptysie essentiellement grâce à l'interrogatoire. Mais comme on vous l'a montré, là on vous montre ici, c'est que l'interrogatoire est peu fiable. L'évaluation par le patient de la quantité de sang reste difficile à interpréter. Parce que les patients, ils ont tendance à exagérer. Hein, ils ont tendance à exagérer, parce que mettez-vous à leur place. Le fait de cracher du sang, c'est un signe d'alarme. C'est alarmant. Hein? Par exemple, si on ouvre une parenthèse, si vous avez un patient qui a un cancer bronchique, lorsqu'il tousse, lorsqu'il fait de la fièvre, il ne va pas s'alerter, il ne va pas aller consulter. Mais lorsqu'il crache du sang, là, ça va le travailler, il va directement voir son médecin pour dire qu'il a craché du sang. Donc, l'hémoptysie est un signe d'alarme. D'où dans votre interrogatoire, il faut, suggérer des éléments objectifs qui vont permettre de quantifier le volume de l'hémoptysie. Donc, est-ce que tu es est-ce que tu es est-ce que tu es dans un haricot, hein? Et on va pouvoir évaluer comme ça l'hémoptysie en faible, moyenne, grande, voire cataclysmique. Donc, il faut, si vous voulez retenir ce chiffre de 200 millilitres, 200 millilitres, ça évoque une hémoptysie qui est grave. D'ailleurs, on dit que 200 millilitres par heure, hein, en débit. Hein? Lorsqu'il s'agit d'un verre, généralement les verres, avec tout le verre à chauffer, hein, c'est environ 200 millilitres. Ok? On enchaîne. Donc, après l'évaluation de l'état respiratoire, l'évaluation du volume, on va évaluer le terrain. Le terrain, il est très important à évaluer parce que l'hémoptysie peut être grave sur un certain nombre de terrains, notamment chez l'insuffisance respiratoire. Parce qu'on est devant des séquelles de tuberculose, un patient qui a une BPCO, hein, ils ont une fonction respiratoire déjà amoindrie. C'est un poumon qui est malade. Okay? Lorsque se surajoute une hémoptysie, hein, sur ce genre de tableau, sur des tableaux d'insuffisance respiratoire chronique, on risque d'avoir des détresses beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, j'ai une diapo tout à l'heure, on parlera plus amplement concernant les hémoptysies qui sont graves. Donc, les terrains qui peuvent prédire une hémoptysie qui est sévère, c'est l'insuffisance respiratoire. En cas d'anticoagulation efficace, ça va quand on donne des anticoagulants oraux, la déparine, ça peut entraîner des hémoptysies. En cas d'origine artérielle pulmonaire, on peut avoir des tableaux qui sont graves. Dans les aspergillons aussi, on peut avoir des hémoptysies qui sont d'emblée sévères. Il faut apprécier la fonction numération sanguine à la recherche d'une hémoglobine qui est inférieure à 10 grammes par décilitre qui rencontre une anémie. C'est considéré comme un signe de mauvais pronostic. Donc toujours faire un hémogramme, un bilan pré-transfusionnel. Monsieur, le rapport avec le TP et la TCR, selon l'abréviation. Le TP, c'est le taux de prothrombine.
Et le TCA, c'est le temps de coagulation activé. Hein? C'est des paramètres c'est des paramètres sanguins, biologiques, hein, de labo, hein, pour pouvoir évaluer la coagulation. Ok? TP, temps de céphaline activé, temps de Kaplan, c'est pour évaluer la coagulation sanguine. Ça rentre dans le cadre du bilan. On fait aussi un groupage ABO, un résus et la recherche d'agglutinine irrégulière. Hein? Donc un bilan d'hémostase doit être systématiquement réalisé, hein, devant une hémoptysie. Donc, parlons un petit peu, si vous voulez, d'hémoptysie qui est grave. Donc ça représente environ 5% des hémoptysies. Laquelle je fais toute l'introduction, il ne faut jamais négliger des crachats de petite abondance, parce que dans 2 tiers des cas, ils évoluent vers une hémoptysie qui est grave. Donc il y en a un verre, c'est environ 100 ml, c'est pas 200 ml qui m'a pris tout à l'heure. Hein. Un verre qui est chauffé en moyenne, c'est environ 100 ml. C'est pour évaluer le volume. Hein. J'ai un sujet qui est sain. L'hémoptysie est grave si elle dépasse 2000 litres par heure. Ce qui est good, qui saigne, non, par heure. J'ai un sujet par contre qui est insuffisant respiratoire chronique. Une hémoptysie même modérée est considérée comme grave. Et on peut ici avancer le chiffre de 50 ml par heure. C'est-à-dire qu'il y a un insuffisant respiratoire quand il crache un demi-verre d'eau, ou à 50 ml par heure, c'est considéré sur ce terrain comme une hémoptysie qui est grave. Troisième question depuis le départ. Là, on va voir comment localiser l'origine du saignement. Quel est le siège de ce saignement? Là, on aura besoin de quelques examens complémentaires, hein, de radiologie et d'endoscopie. D'abord, on va commencer par l'examen le plus simple, c'est la radiographie thoracique. La radiographie thoracique, elle peut se faire en urgence parce qu'elle est vulgarisée. C'est-à-dire que un dispensaire, ou un CHU, ou là chez un privé, la radiographie thoracique. Elle est vulgarisée, elle est disponible. Voilà. Donc, dans 75% des cas, elle va vous montrer quelque chose, la radiographie thoracique. Chez c'est des anomalies qui ne sont pas spécifiques. Hein? Quand on voit un infiltrat alvéolo-interstitiel au niveau des bases, ça peut suggérer plusieurs pathologies. Hein? Donc, ça peut vous montrer un infiltrat au niveau des bases, comme ici, infiltrat du territoire hémorragique. Par contre, on peut avoir aussi des images qui sont évocatrices, comme une opacité excavée. Ça peut faire évoquer une caverne tuberculeuse. On a un abcès, hein, qui peut expliquer l'hémoptysie, soit une opacité nodulaire. La normalité, par contre, de la radiographie pulmonaire n'élimine en rien le diagnostic d'hémoptysie. C'est-à-dire, des fois, vous pouvez avoir des radiographies thoraciques tout à fait normales, hein, mais le patient, il fait une hémoptysie. Et donc, dans ce cas, on doit recourir à d'autres examens complémentaires. Et là, on fera appel au scanner. Hein. Il est presque systématique, il doit être proposé si la radiographie pulmonaire n'aide pas au diagnostic topographique et étiologique. L'injection du produit de contraste se fait au temps artériel. Elle risque de vous montrer éventuellement l'artère qui est en train de saigner. Hein. L'intérêt, c'est de permettre de retrouver la topographie d'une lésion causale, rechercher des stigmates indirects de saignement qui émanent des lésions de verre dépoli. Les lésions de verre dépoli, elles sont un petit peu maintenant à la mode à cause du Covid. Hein. Même chose ici, quand on voit du verre dépoli sur une radiographie, sur un scanner, parce que la radiographie ne veut pas vous montrer des lésions de verre dépoli, on ne peut pas les voir sur une radiographie. C'est pour ça que le diagnostic du Covid il est difficile sur une radiographie thoracique. Avec un smato, le Covid, on a toujours besoin de scanners, hein, notamment les 10 premiers jours pour faire le diagnostic de Covid, parce qu'on ne peut pas le voir sur la radiographie thoracique. Donc, juste pour vous dire que le verre dépoli, ça traduit une inondation alvéolaire par du sang, en l'occurrence ici.
Ça permet aussi, en troisième lieu, l'intérêt, c'est d'analyser les artères bronchiques. Hein? Voilà. Maintenant, troisième examen complémentaire, la fibroscopie bronchique. Elle doit être également systématique et sa rentabilité, elle est beaucoup plus importante, elle est de l'ordre de 90%. Elle sera réalisée en urgence ou en semi-urgence, selon la tolérance respiratoire du patient. Par exemple, si vous avez un patient qui désature déjà, test de la saturation de la gazométrie, il est hypoxique. Il y a un PaO2 qui est très basse. Mais je vais vous dire fibroscope, je vais vous dire la saturation. Donc, il faut très bien évaluer le patient avant d'indiquer une fibroscopie bronchique. Troisième élément, les biopsies seront retardées et réalisées après contrôle de l'hémorragie. Parce que les biopsies, quand vous faites des biopsies, ça entraîne un saignement. Ça entraîne un saignement. Donc il faut toujours les laisser en dernier, après contrôle du saignement, lorsque vous avez une hémoptysie et que vous avez introduit votre fibroscope. Elle a un double apport, la fibroscopie bronchique. D'abord, on a un apport qui est diagnostique. Elle va vous permettre de localiser le saignement de visu. L'endoscopie va vous permettre de voir où est-ce que la bronche est en train de saigner. Elle vous montre l'aspect endobronchique. Est-ce que vous avez une cavité nécrotique ou au contraire, est-ce que vous avez une tumeur endobronchique qui est en train de saigner. Elle vous permet également de faire des aspirations bronchiques à la recherche de germes, par examen direct en culture, voire à la recherche de béca. Une cavierne, ça peut saigner, ça peut donner une hémoptysie, parfois c'est des hémoptysies qui sont graves. La fibroscopie bronchique, elle a un deuxième apport, il est d'ordre thérapeutique. Elle limite l'inondation de la bronchique par aspiration. Ce qui est trou avec le fibroscope, on peut faire des aspirations bronchiques. Donc on va aspirer le sang. 200 ml à juin, c'est rien du tout. 200 ml, lorsqu'ils inondent les branches, ça va entraîner l'asphyxie, ça va tuer votre patient. Donc il faut rapidement aspirer lorsque vous avez un fibroscope bronchique. D'ailleurs, je vous pose une parenthèse, pourquoi à votre avis c'est 200 ml, c'est pas 300, c'est pas 100? Ça a une explication physiologique, c'est l'espacement. Parce que l'espacement physiologique de nos poumons, c'est 200 ml. Quand il y a 200 ml de sang qui inonde les branches et les alvéoles, ça va entraîner forcément une asphyxie. Donc j'étais où? Ça va permettre aussi de faire une hémostase locale à minima, soit par instillation de sérum physiologique froid, qui a un effet vasoconstricteur, soit en utilisant des vasoconstricteurs qui ont l'adrénaline, la glycyrine. Ok? Donc là, vous avez un canal opérateur fibroscope, vous avez un canal opérateur, on peut instiller, grâce à une seringue, du sérum physiologique qui est froid. Là, on utilise généralement au service, avant le Covid, qui connaît la fibroscopie, on utilisait du sérum adrénalisé, c'est-à-dire sérum avec 2 ampoules, on a une ampoule d'adrénaline, et ça donne de très bons résultats. Parce que là, qui est la source du saignement, et tu vas envoyer localement un vasoconstricteur. C'est très efficace pour arrêter le saignement. Maintenant, on va s'intéresser aux étiologies, là au diagnostic étiologique. On reconnaît principalement 3 causes principales d'hémoptysie. D'abord, le cancer bronchopulmonaire, qui est une pathologie qui est fréquente, qui est liée au tabagisme. Je peux vous dire que c'est le premier cancer en Algérie, notamment concernant l'homme. Donc c'est une pathologie qui est fréquente. La tuberculose pulmonaire, je ne vais pas en rajouter des tonnes. Vous savez qu'on est un pays d'endémie. Donc c'est une pathologie qui est fréquente. Enfin, la dilatation des branches, c'est une pathologie bronchique. Vous avez fait le cours, je pense. Donc, dilatation des branches, c'est surtout une cause d'hémoptysie qui est fréquente chez la femme. Et donc, les dilatations des branches, ça peut être des séquelles surtout. Ça peut être séquelaire d'une tuberculose ou d'une infection de l'enfance. C'est une pathologie qui n'est pas aussi fréquente que l'asthme, la BPCO, mais c'est une pathologie qu'on rencontre très souvent en pratique. Bon, ça, c'est pas très important.
on va voir un petit peu quelles sont les étiologies. On va aller du plus fréquent au moins fréquent. Donc on a dit que le cancer bronchique, devant un cancer bronchique ou une suspicion de cancer bronchique, la fibroscopie bronchique elle est obligatoire. Des fois, l'hémoptysie peut être révélatrice du cancer bronchique. C'est-à-dire un patient qui a un cancer, qui n'a jamais consulté, qui m'a écouté comme tout à l'heure, quand il fait une hémoptysie, il va directement aller voir et soyez sûr qu'il va aller voir son médecin. Tout crachat hémoptoïque est considéré comme un signe d'alarme révélant un cancer pulmonaire, notamment chez le fumeur à risque qui a plus de 45, de 50 ans. L'endoscopie bronchique, elle est obligatoire, même en cas d'examen radiologique normal. Dilatation des bronches, c'est environ 10 à 15% des causes. Elle survient sur des terrains. C'est des bronchites à répétition depuis l'enfance, une toux, une bronchorrhée quotidienne. Si on est devant une maladie connue, une mucoviscidose, dans le cadre d'une infection de l'enfance, on va suspecter une DDB. L'hémoptysie peut être préoccupante qu'elle survient sur un terrain qui est fragile. C'est-à-dire des fois, on a des DDB qui font des insuffisances respiratoires chroniques et donc qui peuvent potentiellement faire des hémoptysies qui sont graves. La tuberculose pulmonaire également, c'est 10 à 15% des causes d'hémoptysie. Elle peut être révélatrice dans 26% des cas, soit survenir chez un tuberculeux qui est connu. Troisième situation, lorsque l'hémoptysie survient chez un ancien tuberculeux ou en cours de traitement, on va suspecter 5 causes. Soit il s'agit d'une récidive de cette tuberculose, soit c'est une résistance au traitement antibiotique, soit c'est une dilatation des bronches séquelaires. On peut également faire des aspergilloses sur d'anciennes cavernes tuberculeuses, soit enfin, rarement, je dirais très rarement, un cancer sur une cicatrice de tuberculose. Cette question a très souvent fait QCM. Quelles sont les causes d'hémoptysie chez un ancien tuberculeux? Quatrième étiologie qui est assez fréquente aussi, concernant les causes infectieuses, qui est les pneumonies aiguës, qu'elles soient abcédées ou pas. On a l'infection aspergillaire, notamment les aspergillomes qui peuvent entraîner des hémoptysies qui peuvent être graves. Les aspergillomes, comme vous le savez, c'est dû à une mycose. Une mycose saprophyte, ou la opportuniste, qui va se greffer sur d'anciennes cavernes tuberculeuses, sur des DDB, des cavités de dilatation des branches, je ne sais autre. Soit les kystes hydatiques, c'est dû à l'Echinococcus hydaticus. En cas de rupture de kyste, ça peut se traduire par des hémoptysies. Les causes cardiovasculaires, elles sont fréquentes, notamment les œdèmes pulmonaires, le rétrécissement mitral, HTAP, l'embolie pulmonaire, l'anévrisme de l'aorte, qui est post-chirurgical, ou par rupture d'anévrisme, qui sont également des causes qui peuvent entraîner des hémoptysies. Quelques causes qui sont rares, notamment les causes traumatiques, par traumatisme bronchique, parce que vous êtes devant une inhalation de corps étranger, ou iatrogène, par biopsie bronchique, ou par pose de cathéter vasculaire. Enfin, des causes vraiment très rares, comme les malformations, j'en ai cité deux. La maladie de rendu ossellaire qui réalise des angiomes à l'intérieur des branches qui peuvent saigner, soit une séquestration pulmonaire qui est une anomalie congénitale due à une vascularisation d'un lobe ou d'un segment par une artère qui provient de l'aorte, et très souvent elle va se traduire, cette séquestration, par des hémoptysies. Maintenant, dernier chapitre concernant le traitement. Donc, on a dit au départ de l'introduction que l'hémoptysie est une urgence. L'hospitalisation devant une urgence doit être systématique. Systématique ou en unité de soins intensifs ou en réanimation. Dans les pays développés, bien sûr, qui ont des infrastructures, qui ont des unités de réanimation très développées. L'évaluation par un pneumologue ou un réanimateur, et là aussi elle est obligatoire. Donc, si vous voulez, les principaux objectifs du traitement, c'est d'abord, on va voir comment améliorer l'hématose
ou l'oxygénothérapie de notre patient, hein, qui fait une hémoptysie, on a dit que le risque là, c'est l'asphyxie. Donc, c'est très important d'améliorer l'hématose. L'oxygénothérapie est indispensable lorsque le patient désature. On peut recourir à la ventilation mécanique en cas de détresse respiratoire et en cas d'échec d'oxygénothérapie. Et idéalement aussi, on peut faire des fibroaspirations du saignement pour permettre de limiter l'inondation alvéolaire et pour permettre de lutter contre l'asphyxie. Dernier objectif, c'est arrêter ou de tarir le saignement. Donc on va développer ce point, comment tarir le saignement. Si vous êtes devant des troubles de l'hémostase, il faut les corriger, arrêter les anticoagulants, voire les antagoniser. Hein? La vitamine K, en cas si votre patient prend des antivitamines K, des AVK, le plus connu étant le Centran. Hein? La protamine, c'est l'antagoniste des HPP1, les héparines de bas plan moléculaire. C'est les antagonistes. Comment tarir le saignement? Second moyen, c'est l'endoscopie. Soit on a recours très souvent à l'endoscopie souple. Je vous ai dit, l'intérêt thérapeutique, c'est d'instiller de l'adrénaline ou la terlipressine. Terlipressine, on utilise très souvent de la protamine, c'est l'antagoniste de quoi? Du sérum physiologique glacé. Le protamine, c'est l'antagoniste de quoi? Des héparines. La protamine, c'est surtout utilisé dans les urgentistes ou dans les réanimateurs. Quand il y a un surdosage d'héparine, hein, on donne l'antagoniste à l'héparine qui est la protamine. Soit on recourt plus rarement à l'endoscopie au tube rigide, qui est une technique peu disponible et qui n'est jamais réalisée en urgence. Hein. Elle est réalisée à distance, surtout les traitements des cancers, hein, les traitements palliatifs endoscopiques des cancers. On peut traiter des lésions proximales, soit par laser, soit par endoprothèse. Bon, ça, c'est de la pneumologie interventionnelle. Hein, et on peut lutter contre les hémoptysies chroniques qui surviennent chez des patients cancéreux, qu'on a traités par chimio, radiothérapie, et qui continuent à saigner. Hein. Soit très souvent, là, ce qu'on utilise, notamment dans un service de pneumologie, en plus de la fibroaspiration, si vous voulez, on peut donner des vasoconstricteurs systémiques. Qui m'a la terlipressine, quoique la terlipressine est comme laquelle je faisais. D'ailleurs, je ne sais pas si elle existe sur la pharmacopée algérienne. Là, on utilise l'ocytocine, qui est une hormone post-hypophysaire. qui peut la gynéco. Parce que c'est le symptôme, hein. Ça donne, comment dire, c'est pour permettre la vacuité utérine, ça donne des contractions utérines. Hein. On l'utilise, nous on l'utilise pour la vasoconstriction des patients qui font des hémoptysies, surtout des hémoptysies qui sont graves. Ok? Donc, comme c'est un vasoconstricteur, il est contre-indiqué quand il y a une cardiopathie ischémique. Là, en cas d'hyponatrémie, il faut surveiller l'ECG et l'anatrémie de façon quasi quotidienne. Un autre moyen thérapeutique qui a un petit peu révolutionné, le traitement des hémoptysies, je vais en dire deux mots. Hein. Bon, les CHU, je ne pense pas que ça existe, mais il y a des cliniques privées qui font de la cardiologie interventionnelle, hein, qui ont ce genre de technique. C'est de la radiologie interventionnelle, en fait. Hein. C'est l'artérioembolisation bronchique, qui est un traitement radio-interventionnel endovasculaire. Je ne sais pas si on peut traiter ça, les anévrismes avec ça, mais en tout cas, en cas d'hémoptysie, ça donne de très bons résultats. Donc le principe de l'artérioembolisation, c'est qu'il y a le principe de la coronarographie. Vous savez que la coronarographie, c'est pour voir la vascularisation, ou envoyer un produit de contraste pour voir la vascularisation du cœur. Ou chez le radiologue interventionnel, ou là, le cardiologue interventionnel,
il va introduire un cathéter par voie artérielle radiale ou la par voie fémorale. Hein? Il va envoyer un cathéter jusqu'aux artères coronaires. Il va arriver ici, il va injecter un produit de contraste qui va dessiner l'arbre vasculaire cardiaque. Et là, la cancer des stents. Lorsqu'il y a une sténose artérielle, il va envoyer des stents qui vont ouvrir les vaisseaux qui sont sténosés. Maintenant, le principe, c'est quoi? C'est qu'on fait un cathétérisme artériel par technique de Seldinger, soit par voie fémorale ou par voie, très généralement c'est par voie radiale, l'artère radiale. Localiser l'artère bronchique ou le foyer d'hypervascularisation, c'est-à-dire arriver au niveau artériel bronchique, il va envoyer un produit de contraste. Et là, vous voyez que c'est en train de saigner, il y a un saignement. Hein? Parce que ouais, il va prendre par radiographie, tu vois, ce qu'on appelle la fluoroscopie. Hein, il va prendre des clichés, il va trouver qu'il y a un saignement. Il va repérer les rameaux artériels œsophagiens et ceux de la moelle épinière pour ne pas donner des complications. Hein, notamment, très souvent, on peut avoir une nécrose de l'œsophage, on a une atteinte des artères de la moelle épinière, il faut rechercher ces anastomoses. Hein. Arrivé ici, il voit le saignement, il va envoyer des microsphères, là, des coils, hein, qui sont des ampoules. Hein. Et bien, des ampoules qui vont, si vous voulez, bloquer le vaisseau qui est en train de saigner, ou là, l'emboliser. C'est une technique qui a un taux de succès vraiment très important, dans 95% des cas, et les récidives précoces sont vraiment très rares. Donc c'est une technique qui est très efficace pour arrêter ce genre de saignements, notamment les saignements qui sont chroniques. Notamment les saignements qui sont chroniques, qui sont embêtants pour le patient. Donc les patients, ils sont en train de faire des hémoptysies. Même sur le plan social, c'est pas très vu. Hein. Donc on les envoie pour des artérioembolisations chez un radiologue interventionnel. Enfin, on va terminer le chapitre traitement par le traitement chirurgical. Ce n'est pas le traitement de première intention, c'est des fois un traitement de sauvetage, notamment en urgence, hein, et qui est grévé d'une forte mortalité, environ 40% dans la littérature. Donc si vous avez un patient qui est en train de s'asphyxier, lorsque vous avez un bloc de chirurgie thoracique à côté, ce qui est rarement le cas, hein, dans un pays comme l'Algérie, le chirurgien va faire une lobectomie, voire même une pneumonectomie d'hémostase, voire une ligature du tronc artériel ectopique qui est en train de saigner dans le cas des séquestrations pulmonaires. À distance, on peut proposer ce genre de patient à la chirurgie pour certaines lésions qui ont des foyers de dilatation des branches. Il y a des indications de chirurgie dans la dilatation des branches lorsque vous avez des foyers qui intéressent un seul lobe ou un seul segment, qui sont unilatéraux, on peut les envoyer au chirurgien pour qu'il enlève. Soit l'aspergillome aussi qui relève d'un traitement chirurgical. Dans tous les cas, c'est une décision multidisciplinaire d'experts, hein, pour discuter avec le chirurgien de l'utilité ou du pronostic de ces patients. Donc je vous laisserai voir ça tout à l'heure.